Bonjour et bienvenue dans le podcast « Vous n'allez pas le croire ». Je suis Stéphanie, scénariste, réalisatrice et passionnée par le mystère sous toutes ses formes. Les histoires que je vais vous raconter dans ce podcast sont d'abord des fictions basées sur des faits réels ou des témoignages que je vous exposerai en deuxième partie d'émission. Je n'ai aucun préjugé quant à ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, et je vous laisse vous faire votre propre opinion. Gardez à l'esprit qu'un récit a toujours une part de vérité. Vous me retrouverez également sur ma chaîne YouTube, Stéphanie se fait des films, pour mes prochaines réalisations, dont un court-métrage intitulé Le chemin des innocents, un documentaire, ainsi que des anecdotes de production et de tournage. Bienvenue dans ce podcast et bonne écoute. Le soleil avait disparu à l'horizon depuis déjà 1 heure, et la chaleur se dissipait lentement sous la tente pour laisser place aux rigueurs de la nuit. La journée de fouille avait encore été intense, la cadence s'accélérait avant que le sable ne reprenne ses droits et ne vienne recouvrir tous leurs efforts. James avait besoin de reprendre des forces. Ses muscles endoloris le lançaient, peu importe la position qu'il tentait, engoncé dans son sac de couchage trop étroit. Il n'avait plus 20 ans. Il y avait ça, et aussi le fait que son cerveau tournait en boucle comme un bolide lancé à pleine allure. Les autres semblaient ne pas y accorder beaucoup d'importance, mais James savait que sa trouvaille du jour n'était pas juste une statuette décorative, et il ne pensait qu'à une chose, retourner à Londres pour y mener des recherches plus complètes. Ses yeux, grands ouverts dans la pénombre, fixe le sac de toile où il a soigneusement déposé le précieux artefact, incapable de le laisser avec le reste des objets répertoriés. Il ressent l'impérieux besoin de le tenir encore une fois entre ses mains, de sentir la qualité de l'albâtre sous ses doigts, la perfection de sa sculpture. Alors doucement, sans s'en rendre compte, James s'extirpe de son sac de couchage, rampe jusqu'à toucher le sac de toile. Ses doigts défont la corde sans effort, et le bien-être que James ressent en ce moment lui fait penser à une transe hypnotique. Mais il n'est pas dans le confort du cabinet de son ami le docteur Finlay, et le vent glacé qui s'est levé sur le désert tourne maintenant autour de la tente dans une danse envoûtante. Lentement, le bouchon sculpté du vase se dévoile dans le peu de lumière produit par la petite lampe. Quand l'a-t-il rallumé ? James ne s'en souvient pas. Peu importe. Il est fasciné par l'objet que tous ses acolytes pensent être un vase canope. Un vase qui a refusé jusque-là de s'ouvrir et de livrer ses secrets. Car le visage sculpté n'est pas l'un de ceux que l'on retrouve habituellement. Sa face est mi-humaine, mi-animale, distordue, effrayante. James a tout de suite été attiré par cette rareté. Et s'il essayait encore une fois? Avec 1000 précautions, il applique un peu plus de force au bouchon, qui s'ouvre cette fois du premier coup. James est surpris, recule. Le bouchon roule sur le tapis qui couvre le sol. Alors il tend ses doigts pour le reprendre, mais quelque chose se produit de soudain et d'extraordinaire. Une lumière vive remplit la tente. Une chaleur intense l'enveloppe. James est hypnotisé par la figure d'albâtre qui semble le fixer en retour. Il ne sent pas les flammes lécher sa peau et creuser dans sa chair. La douleur est vive, terrible, mais silencieuse. James ne pense pas à s'échapper et ses poumons sont bientôt noirs de la fumée de l'incendie qui ravage sa tente. Il succombe. On ne trouvera rien de lui le matin suivant, que des cendres, et une main, horriblement brûlée, tendue vers le vase, qui, toujours intact, continue de contempler sa victime dans l'au-delà. En matière de fiction autour de la malédiction liée aux artefacts anciens et aux momies,
Difficile de faire original, tant le sujet a été traité au cinéma comme en bande dessinée. Je me souviens d'ailleurs qu'une de mes plus grandes frayeurs d'enfant était d'ouvrir l'album de Tintin et les 7 boules de cristal pour y voir l'affreuse momie du Raskar Kapak. L'idée d'être poursuivi par un être venu d'outre-tombe est glaçant. Alors, qu'est-il vraiment arrivé à l'équipe de l'archéologue Howard Carter en 1923 ? C'est ce que nous allons tenter de découvrir. 4 novembre 1922, la vallée des rois, Luxor, sud de l'Égypte. N'est pas un corps qu'on cherche, mais le fabuleux trésor de Toutankhamon. Une vingtaine d'ouvriers égyptiens dégagent un trou sous le soleil encore brûlant. Howard Carter est l'archéologue britannique qui dirige ce chantier de fouilles. Né à Londres le 9 mai 1874, il a alors 48 ans et fouille depuis plus de 20 ans les sites et les nécropoles de l'Égypte ancienne. Fils d'artiste, il est engagé à l'âge de 17 ans et chargé de reproduire les fresques de Beni Hassan, puis plus tard d'autres bas-reliefs. Le site auquel il essaye d'accéder alors se situe en dessous d'un groupe de tombeaux appelé KV9. Il s'agit du tombeau de Ramsès VI découvert par un autre archéologue britannique, Richard Pocock, et ce qui se trouve en dessous n'a jamais été atteint avant lui. Ce jour-là, Carter est surpris par des cris de joie parmi les ouvriers qui viennent de mettre à jour une marche, signe que son intuition était fondée. On continue donc de creuser pendant 4 jours pour libérer l'escalier. Howard Carter peut alors descendre jusqu'à un corridor au bout duquel il se trouve face à une porte couverte de sceaux honorifiques. Je le cite. « Sans aucun doute, la tombe présentait tous les aspects propres à la 18e dynastie. Était-ce celle d'un aristocrate enterré là par autorisation royale, ou plutôt une cache abritant pour des raisons de sécurité une momie et son mobilier, à moins que ce ne fût la tombe du roi à qui j'avais consacré tant d'années de recherche. » À cette époque, personne à part Howard Carter et une poignée de chercheurs ne s'intéresse au pharaon Toutankhamon. Malheureusement, les hiéroglyphes sur la porte sont illisibles et indéchiffrables. Il ordonne donc à ses hommes de reboucher le trou et s'affaire à prévenir celui qui finance sa campagne de fouilles. George Herbert, 5e comte de Carnarvon, est féru d'égyptologie et c'est lui qui a arraché Carter à l'équipe de l'archéologue Gaston Maspero. Il l'a engagé comme homme de terrain pour continuer les fouilles que lui-même ne pouvait pas mener sur le site pour des raisons de santé. Howard Carter lui a promis de l'attendre pour entrer dans la tombe. Il écrit donc un télégramme à son mécène en Europe. « Avons fait, enfin, une découverte extraordinaire dans la vallée. Une tombe somptueuse dont les sceaux sont intacts, l'avons refermée jusqu'à votre arrivée. » Évidemment, Lord Carnarvon décide aussitôt de s'y rendre. Le voyage dure tout de même 20 jours et c'est seulement le 29 novembre 1922 que Howard Carter et le mécène s'apprêtent enfin à descendre ensemble l'escalier. Ils démontent la première porte et se trouvent rapidement face à une seconde. Cette fois, les sceaux à poser sont en meilleur état et Carter peut déchiffrer un nom. Toutankhamon. Il décide de percer un trou dans cette porte pour glisser une bougie et observer l'intérieur de la salle derrière. Je le cite. « Au début, je ne vis rien. La flamme de ma bougie vacillait sous l'effet du souffle d'air chaud provenant de la chambre. Mais peu après, tandis que ma vue s'habituait à la lumière, les détails se détachèrent lentement du brouillard. D'étranges animaux, des statues, et l'or brillait de toutes parts. Il progresse dans la première salle blanchie à la chaux et sans décoration, où sont entassés des objets de toutes sortes, parfois brisés. Ont-ils été précédés par des pillards ? Howard Carter aperçoit alors une antichambre au seuil de laquelle les 2 découvreurs s'arrêtent, pris de stupeur. 3 imposants lits funéraires leur font face. Des lits funéraires, rapporte-t-il, à tête dorée, sculptés en forme d'animaux monstrueux, dont les têtes de lions, de vaches et d'hippopotames faisaient preuve d'un réalisme stupéfiant. Imaginez cet instant incroyable. Les 2 hommes sont fascinés par ces représentations, voire terrifiés, par les ombres que ces statues projettent sur les murs, à la lueur de leurs lampes. D'innombrables objets se dévoilent sous leurs yeux, formant un véritable trésor, des objets dignes d'accompagner un roi dans sa vie dans l'au-delà. Tout indique donc
que celui qui est enterré là est un pharaon appartenant à une grande dynastie. Howard Carter et Lord Carnarvon viennent de découvrir la sépulture d'un pharaon méconnu, dont la tombe est restée inviolée pendant 3300 ans. C'est un travail colossal, les espaces sont exigus et la chaleur est étouffante. Les journalistes arrivent nombreux sur le site et les pressent de révéler ce qu'ils trouvent. Jusqu'à 12 000 touristes curieux se rendent à Luxor à cette époque. En tout, 12 hommes chercheurs et passionnés aident les 2 égyptologues à tout répertorier. La tombe n'a pas encore livré tous ses secrets, dont le plus important, la momie du pharaon lui-même. Le 16 février 1923, l'équipe d'archéologues va vivre le point d'orgue de cette incroyable aventure, l'ouverture de la 4e chambre, celle où, ils en sont certains, se trouve le sarcophage de Toutankhamon. Carter ouvre fébrilement les portes des 5 chapelles qui composent le tombeau. Elles sont en or massif. À l'intérieur se trouve bien le sarcophage. L'archéologue finit par atteindre le cercueil de pierre où se trouve la dépouille du roi. Le sarcophage mesure 3 mètres de long sur 1,50 m de large et il faudra 10 hommes pour le soulever. Carter ouvre le cercueil et trouve d'abord le masque funèbre de Toutankhamon, une pièce d'orfèvrerie exceptionnelle. En dessous, la momie. Ses bras sont croisés sur sa poitrine. Elle est parfaitement intacte, exactement comme 30 siècles plus tôt. Enfin, je le cite, « Nous contemplions ce jeune pharaon souverain, obscur autant qu'éphémère. Il cessait de n'être que l'ombre d'un nom, pour rejoindre, au bout de plus de 3000 ans, le monde de la réalité et de l'histoire. » La tombe livrera en effet toutes ses promesses et tous ses secrets sur cet incroyable pharaon, sur son existence, sur le mode de vie des Égyptiens à cette époque. Mais elle va aussi donner cours à d'étranges rumeurs autour de l'exhumation de cette momie. À peine le trésor découvert, naît en effet la crainte que celui-ci ne soit lié à une malédiction. Il faut dire que quelques jours avant l'ouverture du tombeau, Howard Carter perd son animal de compagnie, un canari qu'il avait l'habitude d'emmener partout avec lui, avalé par un cobra. Le cobra est l'animal symbolique des pharaons. Et puis, au milieu de mars 1923, le commanditaire des fouilles, Lord Carnarvon, est soudain frappé de fièvre. Il va mourir peu de temps après l'apparition de ses symptômes et les médecins de l'époque imputent cette issue fatale à une piqûre de moustique qui se serait infectée, entraînant une septicémie et son décès. Les rumeurs commencent à courir dès le moment même de sa mort. Une panne d'électricité aurait frappé le Caire et toutes ses lumières se seraient alors éteintes, exactement comme si un esprit avait voulu manifester par là sa colère. Au moment de sa mort dans l'une des suites de l'hôtel Grand Continental du Caire, apprend-on plus tard, la rumeur affirme que son chien poussa un hurlement avant de mourir lui aussi, et toutes les lumières du château de Carnarvon ainsi que celles de la ville du Caire en Égypte s'éteignirent, et on ne trouva aucune explication à ces pannes. Et si l'expédition était tout entière frappée d'une malédiction? Plusieurs membres de l'équipe vont en effet connaître une fin brutale. En l'espace de 12 ans, ce ne sont pas moins de 27 personnes proches de l'expédition qui disparaissent brutalement. Après la mort de Lord Carnarvon, dans la nuit du 4 au 5 avril 1923, suit en mai le décès du professeur Lafleur, qui est un égyptologue canadien, ami intime de Carter. Puis ce sera au tour du colonel Aubrey Herbert, jeune frère de Carnarvon, suite à une opération des dents, le 16 mai 1923. Ensuite, le financier George J. Gould décède en septembre d'une pneumonie suite à une fièvre contractée lors de sa visite du site. En 1924, Hugh Evelyn White, un des archéologues du chantier, meurt pendu, sans doute bouleversé par la perte d'un ami proche. Puis c'est au tour du radiologue de la momie, Archibald Douglas Reid, qui décède en 1926. L'infirmière qui avait soigné Lord Carnarvon disparaît également juste après. Le docteur Aaron Ember, un égyptologue américain présent à l'ouverture de la tombe, meurt en 1926 dans l'incendie de sa maison. Il parvient dans un premier temps à sortir, mais commet l'erreur fatale d'y retourner pour tenter de sauver un manuscrit sur lequel il travaillait. Ce manuscrit, le livre des morts égyptiens. Tragique signe pour lui, son épouse, ses enfants et sa servante disparus avec lui. Le 26 mars 1926,
l'égyptologue George Aaron Benedict décède à Luxor après avoir visité le tombeau. Le jeune prince égyptien Ali Kamel Fahmy Bey est tué par sa fiancée peu de temps après avoir été photographié visitant la tombe. Ensuite, en 1928, le savant Arthur C. Mace, qui a aidé Carter à abattre le mur de la chambre mortuaire, meurt sans aucune raison apparente. En 1929, c'est le secrétaire particulier de Carter, Richard Battelle, 35 ans, qui décède apparemment d'un accident vasculaire. Son père, Lord Westbury, se serait donné la mort en se jetant de la fenêtre de son appartement au 7e étage. Quelques jours après lui, Edgar Steele, en charge des artefacts retrouvés dans la tombe au British Museum de Londres, décède après une opération banale de l'estomac. Et vous trouvez que ça fait déjà beaucoup? Attendez. Le 2 décembre 1935, c'est James Henry Bressed, un égyptologue américain, qui décède à New York des suites d'une infection à streptocoque. Il avait lui aussi participé au chantier. Le 2 mars 1939, Howard Carter décède d'un lymphome à l'âge de 64 ans. On peut se dire que c'est relativement naturel, et nous sommes après tout 12 ans après l'exhumation de Toutankhamon. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la disparition du principal protagoniste. En 1967, le directeur du département des antiquités égyptiennes au musée du Caire, Mohamed Merhi, décède subitement d'une hémorragie cérébrale après avoir signé l'accord de sortie du trésor de Toutankhamon pour l'exposition du Petit Palais à Paris. En février 1972, son successeur, Gamal Mehrez, meurt à 52 ans également d'une hémorragie cérébrale, juste après avoir signé la sortie pour une exposition à Londres. Étrange coïncidence, vous ne trouvez pas? Ils vont clôturer le bal effrayant des décès liés directement ou indirectement à cette extraordinaire découverte. Il y a eu évidemment depuis des théories, dont certaines émanent de scientifiques sérieux pour expliquer ces morts étranges. Par exemple, l'amande douce utilisée pour embaumer la momie se serait transformée en cyanure, les torches du tombeau auraient été imprégnées d'arsenic, ou encore les archéologues auraient succombé à des pneumonies asphyxiantes provoquées par un virus 3 fois millénaire. Un historien avait même émis l'hypothèse que 6 des victimes auraient péri sous la main du sataniste Aleister Crowley, et un parallèle a été établi avec les meurtres de Jack l'Éventreur. La fiction va très très loin. Mais évidemment, cette histoire de malédiction perdure, a inspiré nombre d'auteurs. Le romancier Sir Arthur Conan Doyle fait partie de ceux qui répandent cette idée qu'une malédiction est attachée à l'ouverture des tombeaux de Pharaon. Elle résulterait pour lui de sorts magiques jetés par les prêtres pour protéger la sépulture. Agatha Christie, elle-même épouse d'archéologue, s'en est inspirée pour écrire l'aventure du tombeau égyptien. Quant à ce fameux avertissement, la mort frappera de ses ailes quiconque troublera son sommeil, on ne sait pas si cette inscription a réellement existé. Même si on sait que des formules d'exécration existent pour protéger ou tout au moins dissuader les pilleurs de tombes de commettre leurs méfaits. Ni l'inscription « Quiconque bougera mon corps sera maudit » sur un artefact offert en cadeau par Carter à son ami Sir Bruce Ingham, dont la maison d'ailleurs, entièrement détruite par un incendie, puis reconstruite, a été finalement emportée par une inondation. Alors, malédiction ou coïncidence fatale? Comme l'a conclu Arthur Conan Doyle lui-même, je ne dis pas qu'un esprit égyptien a tué Lord Carnarvon, je dis que c'est possible. Quelle que soit la réponse à cette question, en tout cas, je n'irai pas déterrer de momie, ni dans le désert égyptien, ni ailleurs. J'ai vu bien trop de films pour tenter l'aventure. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et si vous avez apprécié le sujet, à le partager sur vos réseaux. Et surtout, à très bientôt pour le prochain épisode de Vous n'allez pas le croire.